Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette dernière édition d'information de la soirée sur Canal 7. Afreximbank, la Banque africaine d'import-export, a organisé ce mercredi à Libreville, au Gabon, un forum d'affaires. L'événement a réuni de hauts représentants d'entreprises et d'institutions financières privées et publiques opérant dans le commerce et le développement. Judith Kwendo et Lewis Midiongo étaient sur place. Placé sous le thème « Promouvoir la diversification et le développement économique par le financement du commerce », ce forum s'inscrit dans la volonté de la Banque africaine d'import-export d'intensifier ses activités au Gabon, à renforcer les liens d'affaires entre l'institution panafricaine et les acteurs économiques locaux et à échanger sur les opportunités de financement disponibles. C'est pour moi une opportunité unique de poser des jalons d'un partenariat entre Afreximbank et les acteurs économiques privés et les secteurs publics afin de stimuler le commerce africain et de soutenir les efforts d'industrialisation déjà en cours en République du Gabon. Le Gabon est un pays membre et actionnaire d'Afreximbank. À ce titre, les opérateurs économiques privés et publics sont éligibles pour bénéficier des facilités de financement du commerce et services de conseil financier octroyés par notre banque. Dans cette perspective, et en vue d'intensifier notre impact de développement au Gabon, nous avons estimé qu'il était important de rencontrer les acteurs qui font l'économie gabonaise. Afreximbank, banque des échanges entre l'Afrique et le reste du monde, entend assurer le financement des échanges commerciaux en Afrique en stimulant l'expansion, la diversification et le développement soutenu du commerce continental dans l'objectif d'accroître rapidement la part de l'Afrique dans le commerce mondial. L'institution panafricaine croit à une Afrique en plein essor et en pleine croissance. Justement, lors de ce forum organisé ce jour par Afreximbank, différents points ont été soulevés, parmi lesquels celui du financement des PME gabonaises. Retrouvons une fois de plus Judith Kwendo et Lewis Midiongo. Financer le commerce et promouvoir les projets, tel est le mandat d'Afreximbank, Banque africaine d'import-export. Les petites et moyennes entreprises seront-elles prises en compte par l'institution panafricaine? L'occasion a été donnée au directeur des relations d'affaires de la dite banque d'y apporter une réponse. Si votre projet est intéressant, nous pouvons introduire votre projet auprès des banques locales, on peut vous aider. Mais il faut aussi des projets rentables. Nous sommes tout à fait conscients que le développement de l'Afrique ne peut pas passer qu'avec les grandes institutions, ça doit passer par les PME. Les PME sont impliquées dans la chaîne de valeur, mais nous avons mis en place des produits pour les PME. Nous avons des produits certes pour le secteur public, pour les grandes entreprises. Nous avons aussi des interventions pour accompagner les PME et les PMI. L'accès au financement étant un problème au niveau du développement des PME au Gabon, les hauts représentants d'entreprises à ce forum n'ont pas manqué de soulever cette difficulté. Les PME au Gabon aujourd'hui se battent pour se développer en présentant naturellement des business plans et en ayant une maîtrise de leurs activités. Et le seul problème que nous avons au Gabon sur le développement de nos PME, c'est l'accès au financement. Cependant, cet accès au financement, avec les banques que nous avons aujourd'hui assez pratiquées, se résulte toujours par un manque de garantie ou un manque d'hypothèque qu'un jeune entrepreneur au Gabon n'a pas forcément. Alors la question que nous posons à la banque, à la nouvelle banque qui vient se présenter à nous, c'est de façon concrète. Qu'est-ce qui va les différencier dans l'accompagnement des jeunes PME au Gabon? Afreximbank pense néanmoins apporter son soutien à ces dernières à travers les banques locales, car pour l'institution panafricaine, l'Afrique ne pourra pas se développer sans les PME. À Libreville, la session extraordinaire du conseil municipal relative à la dénomination et à la numérotation des voies et places publiques de la commune de Libreville s'est achevée mardi en fin d'après-midi avec un vote des conseillers pour ce projet. Les détails avec Bienvenue Nelkem. Le projet sur l'adressage de la capitale gabonaise a constitué le noyau des travaux de la session extraordinaire du conseil municipal de la commune de Libreville. Ces assises font suite à l'examen des comptes administratifs et de gestion de la semaine dernière.
En adoptant la délibération qui consacre juridiquement la dénomination et la numérotation des voies et places publiques de notre commune, le conseil municipal a inscrit son action dans l'histoire et la modernité de la ville de Libreville, en permettant notamment qu'elle se dote des attributs qui sont l'apanage des villes grandes contemporaines, dont l'adressage. On a constaté l'absence du Centre des libéraux réformateurs, le CLR, parti de la majorité présidentielle, à cette session extraordinaire du conseil municipal. Ce projet sur la toponymie, Rose Christiane Osuka Raponda en est satisfaite et remercie tous ceux qui ont participé. C'est donc sur cette note de satisfaction pour un travail collégial et participatif bien conduit que je déclare close la présente session extraordinaire du conseil municipal portant sur la dénomination et la numérotation des voies et places publiques de la commune de Libreville. Je vous remercie. Le président du conseil municipal et les élus locaux de la commune de Libreville comptent s'atteler à rendre ce projet visible et palpable. En bref, en Côte d'Ivoire, le parti présidentiel, le Rassemblement des Républicains, a tenu un bureau politique mardi. Au programme des travaux, recadrer les militants, remettre le parti en ordre de bataille et surtout évacuer la question de l'alternance pour l'élection présidentielle de 2020. Alors que les rivalités sont fortes en interne, il y a quelques semaines, le parti allié au sein de la coalition au pouvoir, le PDCI, affirmait qu'il aurait bel et bien un candidat à la prochaine présidentielle. Même si le PDCI, parti allié, affiche sa ferme volonté de concourir et de présenter un candidat en 2020, pour Adama Bitogo, secrétaire général adjoint du RDR, l'Alliance et le Parti unifié ne sont pas enterrés. Les militants sont convoqués au prochain congrès annoncé pour début septembre. Toujours en bref, 3 ans de prison requis contre Théodore Obiang. On parle donc là de l'affaire des biens mal acquis. C'est donc 3 ans de prison, 30 millions d'euros d'amende et la confiscation des biens saisis. C'est la peine requise par le ministère public dans le procès de Théodore Obiang à Paris. Le vice-président de Guinée équatoriale était jugé ce mercredi en son absence, après des années de bagarres judiciaires. Le réquisitoire n'a pas réellement surpris le parquet, estimant que c'est un dossier simple. Toujours en bref, 2 officiers de la police guinéenne sont accusés d'avoir vendu frauduleusement des passeports biométriques à des non-guinéens. Selon la police judiciaire, des investigations sont en cours pour démasquer d'éventuels complices. Les 2 officiers interpellés attendent une procédure judiciaire déclenchée par la police des investigations. La Guinée et le Maroc ont signé un protocole qui bannit les visas entre les 2 pays. Avec ces passeports, certains candidats à l'immigration peuvent d'abord se rendre au Maroc avant de tenter la traversée vers l'Europe. Et depuis Conakry, la capitale guinéenne est devenue une plaque tournante des étrangers en quête de passeports guinéens pour allier le Maroc. Selon des statistiques fournies, entre 2015 et 2017, 20 à 30% des passeports biométriques guinéens ont été vendus à des Africains non guinéens qui ont quitté Conakry pour le Maroc. À Addis Abeba, les travaux de la 29e session de l'Union africaine se sont achevés hier sur une note de satisfaction. La réforme de l'institution pour une meilleure autonomie, les enjeux majeurs de la problématique de développement du continent africain sont quelques points évoqués au cours de cette rencontre. Le point avec nos confrères de la presse présidentielle, Ali Radjoumba et Igor Ovunda. Durant 2 jours, entre la cérémonie d'ouverture, les réunions de haut niveau et les huis clos, le président de la République, chef de l'État Ali Bongo Ondimba et ses pairs du continent africain ont échangé sur la réforme de l'Union africaine en vue de lui accorder plus d'autonomie financière, la résolution des différentes crises qui secouent plusieurs pays du continent, ainsi que les sujets relatifs au développement de l'Afrique. C'est sous le thème « Tirer pleinement profit du dividende démographique en investissant dans la jeunesse » que les dirigeants du continent africain ont échangé pour ce 2e sommet de l'année. Une manière pour l'Union africaine de mettre en exergue les enjeux majeurs de la problématique du développement de l'Afrique. En plus de l'autonomisation de l'organisation, l'Union africaine a décidé de jouer pleinement son rôle, celui d'être plus au service des populations, une manière de renforcer la crédibilité de l'organisation, tant au sein des peuples africains qu'au niveau international. D'ici 2018 à 2020, l'institution continentale souhaite mettre en œuvre la réforme du relèvement de l'Union, baisser les tensions et privilégier les solutions politiques dans les régions où les violences demeurent. Avec l'Union européenne, partenaire stratégique, en vue du prochain sommet dont la préparation conjointe a démarré, l'Union africaine souhaite également que ce rendez-vous consacre une nouvelle ère d'un partenariat dynamique, fructueux et profondément respectueux des valeurs universelles qui unissent
et les particularités qui distinguent. Et en marge de ce sommet, le chef de l'État gabonais Ali Bongo Ondimba a reçu tout retour en audience un émissaire de son homologue angolais, José Eduardo dos Santos, et le commissaire à l'économie rurale et à l'agriculture chargé de l'environnement près la Commission de l'Union africaine, Josefa Sako. Retrouvons une fois de plus Ali Rajumba et Igor Ovunza de la presse présidentielle. Joao Lorenzo et Georges Rebelo Pinto Chikoti, respectivement ministre congolais de la Défense nationale et des Relations extérieures, étaient porteurs d'un message d'amitié et de fraternité du président José Eduardo dos Santos à son homologue Ali Bongo Ondimba, président de la République, chef de l'État, président en exercice de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale. Un message qui s'inscrit dans le cadre des concertations périodiques que les deux chefs d'État entretiennent. Oui, la délégation angolaise était porteur d'un message adressé donc par le président dos Santos. Ce sont des liens qui sont très étroits déjà, les mêmes liens que le président a entretenu avec la secrétaire générale, parce que le président Ali Bongo Ondimba est président en exercice de la communauté économique des États d'Afrique centrale. Donc en sa qualité de président en exercice de ce comité économique régional, il reçoit généralement des messages et des préoccupations qui sont posées par des fois ses pairs ou des personnes qui souhaitent le rencontrer. Autre personnalité a été reçue par le président de la République, chef de l'État Ali Bongo Ondimba, en sa qualité cette fois-ci de président du comité des chefs d'État et de gouvernement africains sur les changements climatiques, le commissaire à l'économie rurale, à l'agriculture chargé de l'environnement, près la commission de l'Union africaine, Josefa Sako. Il s'agissait pour les deux personnalités de faire le point sur la mise en œuvre de l'accord de Paris et la préparation du continent africain à la COP23 qui se déroulera en fin d'année à Born en Allemagne. Le président de la République du Gabon, c'est le président de CAOX, et nous avons mis en place une feuille de route pour les activités concernant l'accord de Paris et aussi concernant la préparation de la prochaine COP qui aura lieu à Bonn. Donc il m'a donné des orientations. La commission va travailler avec la mission diplomatique ici pour voir ces trois activités que le président nous a orientées. Rappelons que le comité des chefs d'État et de gouvernement africains sur les changements climatiques est assuré par le président de la République, chef d'État Ali Bongo Ondimba, depuis janvier 2017 et pour une durée de 2 ans. Il faut dire que le président gabonais a également échangé avec la sous-secrétaire générale de l'Organisation des Nations Unies, Ali Bongo Ondimba, l'a félicité en tant que première femme africaine nommée à ce poste, Ali Rajumba et Igor Ovunza. La nouvelle sous-secrétaire générale de l'Organisation des Nations Unies, Amina Mohamed, a été reçue par le président de la République, chef de l'État Ali Bongo Ondimba, en marge des travaux de la 29e conférence des chefs d'État de gouvernement de l'Union africaine. Elle a été félicitée par le chef d'État pour sa nomination en janvier dernier au poste de sous-secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Les deux personnalités ont fait un tour d'horizon complet sur les sujets d'actualité du moment, notamment la paix, la sécurité et le développement du continent. Madame Amina Mohamed est une fierté pour l'Afrique, parce que c'est la première femme africaine à avoir été élue, portée à ce haut poste de responsabilité. Donc après les félicitations d'usage, le président de la République, évidemment, Madame Amina, ont discuté d'un vaste domaine de préoccupation en Afrique principalement. Très engagé dans la lutte contre les violences faites aux femmes et toute forme de criminalité, le président de la République, chef de l'État Ali Bongo Ondimba, a assisté à un vernissage sur la lutte contre le viol. Une initiative organisée par le gouvernement de la République démocratique du Congo au siège de l'Union africaine. L'objectif de cette rencontre était de présenter l'arsenal juridique qui permettra désormais de mettre fin à la violence sexuelle et toute forme de criminalité. Au terme de cette activité, le chef de l'État Ali Bongo Ondimba a regagné Libreville. Et cette information en bref, la secte Boko Haram a opéré mardi une incursion sur le territoire camerounais. Ses combattants ont attaqué à l'arme lourde le poste militaire situé dans la localité de Omaka, région du nord du pays. Et selon des sources sécuritaires, l'idée des assaillants était à la fois de faire beaucoup de victimes militaires et de s'emparer des armes pour pouvoir renforcer leur arsenal de guerre. Le haut commandement militaire de l'armée camerounaise a salué la bravoure des forces de défense et de sécurité nationale qui ont fait face à cette incursion et repoussé l'attaque. Il a aussi appelé les uns et les autres à plus de vigilance.
À Libreville au Gabon, la plateforme Imagine Gabon a initié une conférence débat à l'occasion de son premier anniversaire. La réflexion était basée sur le thème « Crise économique et financière dans les pays de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Quelle solution pour le Gabon ?» Le point avec Patricia Mollet. Imagine Gabon se veut un relais indispensable entre les pouvoirs publics et les populations. En organisant cette conférence débat sur le thème crise économique et financière dans les pays de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, quelle solution pour le Gabon? Les membres de cette structure ont voulu créer une plateforme où les membres du gouvernement devraient édifier le public. Nous avons pensé qu'il était bon d'organiser cette conférence débat pour une question simple. C'est que la problématique de la crise qui frappe les pays de la CEMAC en général et le Gabon en particulier concerne tout le monde. Il ne concerne pas que le gouvernement, mais concerne tous les acteurs, toute la population, tous les Gabonais et toutes les Gabonaises. Et en tant qu'Imagine Gabon, qui est un think tank, notre rôle, c'est de donner la parole. Notre rôle, c'est de faire en sorte que les politiques publiques soient diffusées et que les populations comprennent le sens des mesures prises par le gouvernement. Le premier d'entre eux concerne la question de la viabilité des finances publiques. En effet, lorsqu'on observe la politique budgétaire de notre pays, on observe que le rythme des dépenses publiques est toujours plus élevé que celui des recettes. Et non seulement les recettes augmentent, les dépenses augmentent pendant les phases d'ascension du cycle, mais elles ont tendance à baisser très lentement, sinon même elles continuent d'augmenter alors que le cycle s'est retourné. Alors cette question est très importante parce que si l'on ne maîtrise pas les dépenses publiques, alors les chances d'application, de réussite du plan de relance nous semblent effectivement très minces. Donc c'est un enjeu très important, la question de la maîtrise de la dépense. Cela passe bien sûr par la limitation d'un certain nombre de dépenses qui sont ciblées, peu productives ou peu efficaces. Cela passe également par la suppression d'un certain nombre d'exonérations. La viabilité des finances publiques constitue un élément fondamental du plan de relance économique. Pour permettre une évaluation de ces politiques publiques, une planification stratégique en matière économique est nécessaire. Aussi, la présentation du document irrelatif dénote d'une volonté gouvernementale. On peut dire déjà que c'est un document acceptable et c'est un outil de travail pour nous pour pouvoir l'évaluer. Maintenant, il est évalué, il est présenté, il est passé au Parlement. Nous faisons des analyses et nous les publions souvent sur notre page Facebook pour dire que ce document est plus ou moins bon. Au finish, la maîtrise des finances publiques à travers la mise en œuvre du plan de relance économique devrait permettre de sortir le Gabon, mais également les pays de la CEMAC, de la crise financière actuelle. Il y va de la volonté de tous. Et au cours de cette conférence débat, les économistes ont esquissé des solutions pouvant permettre de sortir de cette crise financière. Retrouvons une fois de plus Patricia Mollet. Imagine Gabon, plateforme associative regroupant près de 200 associations, veut contribuer à sa manière à trouver des solutions pour juguler la crise financière. Pour impacter le premier anniversaire de cette structure, les membres ont mobilisé des économistes pour débattre autour du thème « Crise économique et financière dans les pays de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Quelle solution pour le Gabon ?» Des universitaires, des responsables d'institutions financières internationales, mais aussi des diplomates étaient présents. Pour le professeur Jean-Jacques Ecomier, la crise actuelle est liée à la baisse du coût du baril du pétrole. La situation économique du Gabon, comme celle de l'ensemble des pays de la CEMAC, est une situation de crise avérée qui a pour origine une crise de balance des paiements consécutive au retournement des cours mondiaux du pétrole. Comme vous le savez, depuis juin 2014, le cours du baril du pétrole qui s'élevait aux environs de $120 se situe aujourd'hui entre 40 et 50 $. Compte tenu du poids du pétrole dans la sous-région, qui compte d'ailleurs 5 pays pétroliers sur 6, il s'ensuit naturellement une dégradation des comptes publics, de la situation extérieure et de la stabilité monétaire des pays de la CEMAC ainsi que celle du Gabon. Toutefois, la situation n'est pas encore au rouge, a-t-il précisé. Aussi, une synergie entre les secteurs publics et privés est de rigueur. En ce qui nous concerne particulièrement, c'est la plateforme de dialogue public-public et la plateforme de dialogue public-privé qui va nous permettre de travailler ensemble, en synergie, pour que chaque acteur, que ce soit nous, les acteurs du secteur public, qu'on puisse déjà avoir le souci de la convergence de notre action,
Et ensuite, une fois qu'on a mis en place ces axes de convergence vers les axes de réforme qu'on a identifiés, on va aller discuter de ces plans de réforme avec les acteurs du secteur privé, étant précisé que le plan de relance a placé un accent très fort et très important sur l'implication du secteur privé dans la réussite du plan de relance. Pour le ministre de l'Économie, des mesures de bonne gouvernance et de bonne gestion des finances publiques s'imposent. Les solutions visent absolument à rétablir la viabilité des finances publiques à travers une réduction de dépenses, en maintenant les dépenses nécessaires à l'investissement, les dépenses sociales qui visent à lutter contre la précarité, optimiser les recettes fiscales sans pour autant arriver à une pression fiscale intolérable. Cela passe par une performance améliorée des administrations, des réformes structurelles dans ce sens, réduire les dépenses fiscales, arriver à une situation soutenable de la dette publique, donc réduire cet endettement à partir des mesures de gestion, de bonne gestion, de gouvernance des finances publiques, renforcer les filières de croissance, parce qu'il est clair qu'on observe une décélération de la croissance. Il faudrait que cette croissance puisse devenir une croissance inclusive à partir donc des secteurs porteurs de croissance qui ont été identifiés. Des solutions possibles à condition d'améliorer l'environnement des affaires pour un investissement optimal, étranger et national. Et nous repartons au Cameroun en bref. Les résultats de l'enquête de la mort de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala surprennent l'Église catholique. Des résultats qui, selon l'Église, contredisent les premières observations. Car immédiatement après la découverte du corps de l'évêque dans le fleuve Sanaga, à une centaine de kilomètres de Yaoundé, la capitale, plusieurs médecins avaient fait les premiers constats et l'Église disposait d'un représentant. Une source au sein de l'Église catholique assure qu'à ce moment-là, l'hypothèse d'une noyade était totalement écartée car l'évêque n'avait pas d'eau dans les poumons. Selon cette source, les médecins avaient même estimé que le corps n'avait pas passé plus de 4 heures dans l'eau. Le procureur de la Cour d'appel du centre a annoncé hier mardi que la cause la plus probable de la mort de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala est la noyade, mais ne dit pas en revanche s'il s'agit d'un suicide ou d'un assassinat. Depuis des semaines, les évêques expriment des doutes sur ce décès mystérieux. Rappelons que le corps de l'évêque de Bafia avait été retrouvé au début du mois de juin dans le fleuve Sanaga grâce à une étrange note laissée dans sa voiture disant, je cite, « Je suis dans l'eau ». Et cette note d'environnement pour finir, les autorités togolaises ont annoncé le lancement de CISO, un programme qui consiste à mettre des kits solaires individuels à la disposition des populations. L'objectif est de fournir l'accès à l'électricité à près de 2 millions de Togolais au cours des 5 prochaines années. Les détails dans cet élément. À partir de 100 francs CFA par jour, les populations togolaises pourront d'ici fin 2017 disposer de kits solaires individuels leur garantissant une électricité propre, fiable et de qualité. C'est l'annonce faite par les autorités togolaises qui veulent accentuer l'électrification des zones rurales. Le président togolais Fonya Simbe a donc initié CISO pour étendre l'accès à l'électricité à 2 millions de ses compatriotes, soit environ 300 000 foyers. Ceci par la fourniture de kits solaires individuels à coût abordable. Pour mieux coordonner ce projet, une phase pilote sera lancée entre octobre et décembre 2017 et portera sur 20 000 kits individuels. Elle se fera avec l'appui d'opérateurs sélectionnés par appel à proposition lancée par le gouvernement togolais. La mission de l'État dans le cadre de l'initiative CISO est de créer un environnement favorable à la bonne réalisation de cette initiative par des opérateurs privés, d'assurer la qualité de productivité via un dispositif de suivi à distance des kits solaires individuels et d'apporter une aide aux ménages les plus démunis, souligne la présidence togolaise. À la fin de l'année 2016, le taux de desserte électrique était en moyenne de 35% des foyers, avec une disparité marquée dans des zones. Avec le programme CISO, l'électrification rurale passera de 7 à plus de 40% au cours des 5 prochaines années au Togo, ce qui aura pour avantage, entre autres, l'implantation massive des paiements mobiles et l'inclusion financière des populations rurales. Voilà, c'est la fin de ce journal. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Bonne fin de soirée sur Canal 7 et surtout, n'oubliez pas, beaucoup de petites choses par beaucoup de petites gens en beaucoup de petits lieux peuvent bouleverser la face du monde. Prenez soin de vous. Bonsoir.